Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La police nationale dresse son bilan. Une rencontre a eu lieu récemment entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et des membres de son ministère. 13 milliards de francs CFA seront alloués au logement des policiers. Abou Sanogo. Échange de poignées de main, suivi de formulation de vœux. Les personnels du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des services de l'administration du territoire et de la Direction générale de la police nationale reçus par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Objectif, exprimer leur gratitude, leur fierté et leur reconnaissance à la tutelle pour toutes les actions en faveur de collectivités et de la police nationale. Les résultats obtenus selon eux en 2015 ont été à la hauteur des attentes. La police nationale, toujours disponible, se tient à vos côtés pour relever les défis du futur qui s'imposent à la nation sur la voie de l'émergence et vous rassure qu'elle a tout mis en œuvre pour tenir ce challenge afin de procurer à nos concitoyens un environnement sûr. En retour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, après avoir fait le bilan de l'année écoulée, a invité l'ensemble de ses collaborateurs à maintenir le cap. Cela nous engage à faire plus. La vision optimale de notre mission, c'est d'offrir la liberté et une qualité de vie à nos concitoyens. Aussi, des baux de la police nationale. C'était 6 milliards au budget, alors qu'il en fallait au moins 9 ou 10. La couverture budgétaire prend en compte tous les baux de tous les policiers. Mieux, nous sommes en train de travailler à engager des grands programmes de construction pour qu'au fur et à mesure, tous les policiers soient propriétaires. La révalorisation de la chefferie traditionnelle, matérialisée par l'adoption du statut des rois et chefs traditionnels, le relèvement substantiel du concours de l'État aux collectivités territoriales, le programme de modernisation des services de l'Office national d'identification sont entre autres quelques réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en 2015. L'hôtel du district d'Abidjan a abrité une rencontre d'évaluation de l'apprentissage de la lecture au CP1, rencontre au cours de laquelle des résultats relatifs au niveau de maîtrise de la lecture pour les élèves ont été proclamés. C'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Patricia Omoitia. Yann et Noé sont en 5e au Collège moderne du Plateau. Ils ont franchi le cap de l'apprentissage de la lecture. Une entrée réussie à l'écrit comme à l'oral. Les romans que j'ai lus sont Le Cahier noir de Kamara Nangala et Le Retour de l'enfant soldat de François d'Assisinda. Le Cahier noir parlait d'une réconciliation d'un père avec ses fils. Il avait abandonné avec sa nouvelle épouse. Et Le Retour de l'enfant soldat parle de la réintégration d'un enfant soldat qui est parti à la guerre. Pour maîtriser la lecture, d'abord je me concentre et je fais en sorte d'avoir un bon savoir afin que ceux qui m'écoutent puissent bien m'entendre. En charge d'un cours préparatoire, Lambert se sent particulièrement responsable de l'apprentissage de la lecture. Certains, quand même, ont le niveau. Certains maîtrisent, mais pas dans la totalité. Il y a des efforts à faire. Il faut que nous associons les parents. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'apprentissage de la lecture au CP1 permettra de relever le niveau des élèves. Le présent atelier nous donne l'occasion de marquer un arrêt sur les acquis de nos enfants et de réfléchir ensemble sur les pratiques pédagogiques et les conditions d'apprentissage. Ces résultats devront ainsi nous permettre d'apprécier le niveau d'apprentissage réel des apprenants et de rechercher, le cas échéant, des solutions de remédiation en termes de stratégies efficaces et de politiques éducatives à mettre en œuvre. Les résultats de l'évaluation de la lecture au CP1 montrent une situation préoccupante. Plus de 88% des élèves sont confrontés à de très grandes difficultés d'apprentissage. Des efforts sont donc à fournir pour inculquer le goût de la lecture aux élèves du CP1, cours préparatoire première année. On retrouve la plupart des équipements électriques et électroniques en panne à la casse de Makori à Numombo. Ces appareils non testés qui s'apparentent à des déchets sont réparés en ces lieux et revendus. Ce secteur fait vivre des milliers de familles.
Pour mieux l'organiser, ces acteurs entendent créer un centre de recyclage. Herman Niamier. La case de Makori-Anoumabo, assurément l'une des plus importantes du district d'Abidjan. Sa particularité, elle n'accueille que les déchets d'équipements électriques et électroniques appelés communément D3E. Il s'agit des moniteurs d'ordinateurs, de photocopieurs, de machines à laver, entre autres. Dans cette case de 20 hectares, plusieurs tonnes d'équipements électriques et électroniques en fin de vie y sont convoyés chaque année. Les objets que nous traitons ici, ça vient d'abord des francs au revoir non testés. Ça vient encore en encombrant auprès des consommateurs. On les récupère auprès des ménages et puis on apporte ça ici dans nos centres de démantèlement. Ces équipements, une fois collectés, font l'objet d'un tri. Certains encore utilisables sont réparés pour être revendus et d'autres moins bons sont démantelés et vendus en pièces détachées. On va récupérer des matières premières telles que le cuivre, le fer, l'aluminium, parce qu'il y a des éléments quand même à extraire. À la case de Makori-Anoumabo, tout comme celle du camp commando de Koumassi, qui accueille aussi les déchets d'équipements électriques et électroniques, tout se négocie et se vend. Ce jeune est venu tenter sa chance. Je marchais, j'ai vu ça par terre, donc j'ai essayé de prendre pour venir montrer à mon vieux. S'il peut vendre, là, si c'est qu'il peut payer, là, il y a du citoyen. Dans ces cases, on trouve des artisans très aguerris. Ces ferrailleurs qui exercent dans l'informel réussissent, avec certaines pièces qu'ils récupèrent des carcasses d'appareils, à fabriquer d'autres engins, comme cette chambre froide exposée ici. Aujourd'hui, le plus gros problème reste la gestion des déchets inutilisables. Il y a des déchets qu'on n'arrive même pas à recycler et qui sont des polluants, tels que les tubes cathodiques par exemple, les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision. Ils sont jetés quelque part dans la nature. Très souvent, on les brûle. Or pourtant, quand on parle de réchauffement climatique, ça contribue au réchauffement climatique. Et ceux qui le brûlent même, nous qui le brûlons, on aspire. Ça, c'est très dangereux pour notre santé. C'est pour cela que nous interpellons nos dirigeants d'essayer de créer un cadre juridique qui ne nous coince pas dans le traitement de ces déchets-là, afin qu'on puisse songer ensemble comment on va arriver à traiter ces déchets-là. L'absence de structures spécialisées dans le traitement de ce type de déchets rend la situation encore plus préoccupante. Cependant, la faiblesse du pouvoir d'achat oblige la majorité de la population à se tourner vers le marché d'occasion. Selon l'initiative pour la résolution du problème mondial des déchets électroniques, ces déchets atteindront d'ici 2017 au plan mondial 65,4 millions de tonnes. L'Afrique de l'Ouest serait l'une des régions les plus touchées parce que de grandes quantités d'équipements désaffectés provenant du monde entier y sont souvent illégalement déversés. Des réflexions méritent donc d'être menées parce qu'en Côte d'Ivoire, l'activité fait vivre des milliers de familles. Jeudi dernier, l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Mais le lendemain, un nouveau cas de la maladie a été signalé et confirmé en Sierra Leone. Cette réapparition de l'Ebola a replongé la sous-région dans la crise sanitaire. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il y a un risque permanent de nouvelles flambées au cours de l'année 2016. Sylvie Toury. La victoire aura été de courte durée, la joie aussi. À peine déclarée sortie d'Ebola il y a 24 heures, revoilà l'Afrique de l'Ouest à nouveau aux prises avec le virus. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé ce vendredi un nouveau cas en Sierra Leone. C'est une étudiante de 22 ans décédée le 12 janvier dernier dans le nord du pays. L'Afrique de l'Ouest n'a donc pas atteint 2 fois la durée maximale d'incubation, soit à 42 jours, sans nouveau cas, comme l'a déclaré l'OMS ce jeudi. Sur place en Sierra Leone, la cellule de gestion des crises a été réactivée et des équipes d'enquête déployées dans les villes du Nord. 2 ans que cela dure. Parti de la Guinée, Ebola s'est propagé dans 10 pays. 28 637 personnes ont contracté le virus. 11 315 en sont mortes. L'Afrique de l'Ouest a payé un lourd tribut avec 3 pays à l'épicentre de l'épidémie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. L'OMS met en garde, le risque de nouvelles flambées est permanent en raison de la persistance du virus chez les survivants, notamment dans certains liquides corporels, jusqu'à 9 mois, voire 1 an.
En Côte d'Ivoire, les autorités ont opté pour la prudence dès l'annonce de l'OMS. Les mesures d'hygiène préventive et de restriction alimentaire restent en vigueur, a annoncé le gouvernement. Le virus Ebola est présent en Afrique depuis 40 ans. Il a causé la mort de milliers de personnes sur le continent. D'où vient l'Ebola? Quelle est son origine? Alexis Ouedraogo nous en parle. Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière au nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Gorilles, chimpanzés, singes, antilopes, porcs-épics et autres animaux de brousse participeraient au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces: Zaïre, Soudan, Esterne et forêt de Taï en Côte d'Ivoire. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques tels que le sperme ou encore les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température, faiblesse intense, douleurs musculaires, céphalée, puis survient la phase de vomissement, diarrhée, éruption cutanée, insuffisance rénale et hépatique. Le virus se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire de l'organisme. En sport, rendons-nous au Rwanda où se tient dès aujourd'hui et ce jusqu'au 7 février prochain la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Adama Kamagate et Sylvie Touré reviennent sur les préparatifs de l'événement. Tout est fin prêt pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Rwanda a mis les petits plats dans les grands pour garantir le succès de la 2e grand-messe du football africain. Pratiquement aucun ingrédient ne manque pour faire vraiment de cette 4e édition du CHAN un véritable succès et ce qui est naturellement à l'actif du peuple rwandais, à l'actif de toute l'Afrique. Stades, installations hôtelières et autres infrastructures ont bénéficié d'un lifting. Au total, 13 milliards de francs CFA ont été déboursés par les autorités. La balle est donc dans le camp des athlètes. Les équipes aujourd'hui, pratiquement, sont du même niveau. Il y a eu un progrès très important à la base, justement par rapport à la politique de développement de la Confédération africaine de football. Et ce grand travail donc a eu des résultats, de sorte qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Il y a certes de grandes équipes, mais il n'y a pas de petites équipes. Le pays attend aussi du public. Kigali a annoncé une exemption de frais de visa pour les ressortissants des pays en compétition. Les prix des tickets ont été revus à la baisse. Ils varieront entre 400 francs et 17 000 francs CFA. Le match d'ouverture opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux guêpes du Rwanda au stade de Kigali dans l'après-midi du samedi. La Cour suprême du Burundi a condamné hier 4 généraux à la prison à vie pour avoir organisé la tentative de coup d'État manqué des 13 et 14 mai 2015. 9 officiers à 30 ans de prison pour y avoir pris part et 8 hommes de troupe à 5 ans. 7 personnes ont en revanche été acquittées. En France, une molécule utilisée lors d'un essai clinique à Rennes a accidentellement conduit hier à la mort cérébrale d'un patient et à l'hospitalisation de 5 autres. Cette molécule a été administrée à 90 volontaires à dose variable, selon le ministre français de la Santé, Marisol Touraine. Pour 3 des 5 personnes hospitalisées, les médecins ont évoqué un possible handicap irréversible. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.